Merci beaucoup pour l'invitation et pour l'opportunité de présenter mon travail ici. Je vais vous parler d'un travail qu'on a développé depuis une dizaine d'années déjà. On a commencé à travailler sur ça avec Nicolas Vauchelet et Benoît Pertan en 2016, quand il y avait les Jeux olympiques à Rio, et qu'ils étaient inquiets parce qu'ils avaient de la dengue en ville. Et ce n'était pas génial qu'avec tout le monde qui venait et partait, d'avoir des moustiques qui pouvaient la transmettre aux visiteurs. Et depuis, on a continué à travailler avec plein d'étudiants en thèse, qu'entre-temps sont des post-docs, ou des post-docs qu'entre-temps ont des postes. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette équipe de gens qui, à un moment ou à un autre, sont passés ici par Jussieu, la plupart d'entre eux, pour ceux qui sont dans la partie mathématique. Oups. Et après, il y a aussi pas mal de travail avec des gens qui sont sur le terrain, donc des entomologistes. Et surtout, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des choses qu'on a fait soit avec l'équipe de Hervé Bossin en Polynésie française, soit avec celle de René Gatto à Cuba. Et donc, du coup, je vais vous parler de maladies à vecteurs. Donc, on va commencer par voir un peu qu'est-ce que c'est ça. Donc, c'est des maladies où, normalement, on ne peut pas les transmettre directement d'un hôte à un autre. Il faut qu'il y ait une deuxième espèce, que c'est ce qu'on appelle le vecteur. Normalement, c'est des anthropodes qui viennent sucer notre sang et qui vont choper la maladie avec le sang qu'ils ingèrent et qui, après, en allant piquer quelqu'un d'autre, vont la transmettre à cette personne-là. Et donc, normalement, comme vecteur, le principal, et c'est ces deux qu'on va parler la plupart du temps ici, sont les moustiques. Et ça, il y a plein d'exemples de maladies qu'ils nous transmettent, en particulier le paludisme, la dengue, le chikungunya, la fièvre jaune ou la fièvre du Nil occidental. Mais ça peut aussi être des tiques ou des puces. Donc, vous connaissez tous la maladie de Lyme pour les tiques ou la peste noire dans le cas des pousses. Après, qu'est-ce que c'est le deuxième composant? C'est les hôtes. Donc, pour la plupart de nos modèles, ça sera des humains. Mais ça serait des gens de l'INRAE, ça pourrait être des maladies entre des animaux aussi. Et surtout, il y a la maladie elle-même, que ça peut être quelque chose qui est dû à un parasite, comme dans le cas de malaria avec le plasmodium. Ça peut être des virus, c'est le cas de ce qu'on va parler le plus aujourd'hui, le dengue, chikungunya et Zika. Ou ça peut être des bactéries dans le cas de la peste noire. Et quelquefois, donc ça c'est les trois composantes qu'il y a toujours dans la maladie à vecteur. Quelquefois, il peut en avoir une quatrième, que c'est des espèces réservoirs où la maladie peut être en train de circuler. Tant qu'elle n'est pas en train de circuler entre la population humaine, elle peut être en train de circuler, dans le cas de zoonose, dans d'autres espèces animales. Et un exemple qui est assez chaud aussi en ce moment, c'est la maladie, la fièvre du Nil occidental. Et là, c'est surtout dans les oiseaux qu'elle circule en permanence. Et de temps en temps, on va la retrouver à se propager entre des humains ou aussi dans des chevaux. Et là, c'est là qu'on se rend compte et qu'on commence à parler d'une épidémie de fièvre du Nil occidental, mais elle est en permanence en train de circuler dans les oiseaux, ce qui pose des problèmes avec les oiseaux migrateurs qui peuvent la propager à très grande échelle d'une façon que nous, on ne contrôle pas du tout. Et sinon, dans le cas de la peste noire, on savait aussi qu'il y avait les rongeurs
qui était l'espèce où les puces vivaient la plupart du temps. Donc, dans le cas de ces maladies à moustiques, c'est de loin ceux qui transmettent le plus de maladies aux humains. C'est l'animal le plus dangereux pour nous sur beaucoup d'aspects. Et 17% des maladies infectieuses mondiales, selon l'OMS, sont des maladies qui sont transmises par des moustiques. Et c'est essentiellement les femelles qui vont la transmettre parce que pour pondre leurs œufs, elles ont besoin de sang pour pouvoir amener leurs œufs à maturation. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'elles vont chercher un hôte vertébré pour essayer de récupérer un peu de sang. Et c'est quand elles piquent, comme je vous ai dit, qu'en ingérant le sang, si jamais la personne était contaminée, le virus va venir dans leur estomac. Et après avoir infecté le corps du moustique lui-même, pouvoir arriver à ses glandes salivaires. Et ce qui se passe quand un moustique nous pique, c'est que la femelle, elle va injecter un peu de salive parce que d'un côté, ça fait une anesthésie en local pour qu'on ne s'aperçoive pas qu'on est en train d'être piqué. Et d'un autre côté, ça fait aussi un anticoagulant parce que comme ils doivent sucer le sang par un tube qui est très fin, s'ils n'injectaient pas un anticoagulant, ça allait se boucher tout de suite et donc du coup, ils n'arrivaient pas à récupérer assez de sang. Et c'est à ce moment-là, quand elles nous injectent ce peu de salive, qu'ils risquent, au cas où le virus était déjà arrivé à ces glandes salivaires, de nous injecter le virus et de nous transmettre la maladie. Mais donc, du coup, il y a même un cycle de la maladie dans le moustique, et on va voir que c'est une des choses, une des techniques que je vais mentionner rapidement, s'appuie sur ça. Si jamais on arrive à que le virus, parce qu'on a réussi à que le système immunitaire du moustique puisse réagir mieux contre le virus, que le virus mette beaucoup de temps à aller de son estomac et à pouvoir contaminer ses glandes salivaires. Comme un moustique, en général, va vivre entre 2 et 4 semaines. Si jamais le virus met plus que ça arrivé aux glandes salivaires, le moustique, lui, il est infecté, mais il va transmettre la maladie à personne. Et donc, du coup, on peut jouer sur ça aussi pour essayer de retarder la propagation des maladies. Et donc, différents types de moustiques vont transmettre des maladies différentes. Donc, pour le paludisme, c'est des anophèles. Heureusement, ce n'est pas un problème en ce moment en France métropolitaine. Par contre, pour dengue, chikungunya, Zika, la fièvre jaune, c'est des Aedes et malheureusement, comme on va voir, on commence à les avoir un peu partout en France et en particulier ici en région parisienne. Donc, il faut qu'on commence à s'inquiéter. Et, seulement, bon, on va revenir à ça un peu plus tard. Ils ont essentiellement une phase aérienne, c'est là qu'ils sont vecteurs et que les femelles, comme je vous disais, mais après, ils ont aussi une partie importante de leur cycle de vie qui est faite dans l'eau. Donc, la femelle va pondre des œufs, normalement près de la surface de l'eau, de façon à que, après, quand il y a des conditions favorables, parce qu'il y a eu de la pluie et que le niveau de l'eau monte un peu, les œufs qu'elle a pondus vont être mouillés, et ça va être un signal pour qu'il éclore, et du coup, on va avoir des larves qui pourront avoir de l'eau où se développer. Et c'est dans cette phase de larve que le moustique va passer d'un tout petit œuf à quelque chose qui a la taille d'un moustique adulte. Donc c'est ici qu'il va y avoir beaucoup de compétition pour la nourriture et on va devoir prendre ça en compte dans nos modèles quand on essaye de modéliser ça. Et après, c'est un peu comme les papillons. La chenille se transforme en papillon. Il y a une phase où il n'y a pas de croissance, il y a essentiellement de la morphogénèse pour que le corps de la larve puisse engendrer un corps d'adulte. Et donc, pourquoi ça commence à être une inquiétude ici en France métropolitaine? Parce que quand on regarde ici les cartes de présence des moustiques Aedes, on voit que la plupart de la France est déjà en rouge, comme la plupart de l'Europe du Sud, et même une bonne partie de l'Europe centrale.
Et ils sont en train d'envahir progressivement, un peu grâce à la mondialisation, au fait qu'on transporte plein de marchandises d'un côté à l'autre, et avec les marchandises ou même avec les personnes qui voyagent, ils viennent avec. Et d'un autre côté, le fait qu'on ait le réchauffement climatique fait que des espèces qu'avant ne pouvaient pas survivre à nos hivers commencent à pouvoir le faire. Et que donc, du coup, on commence à voir ces maladies qui avant étaient des maladies qu'on disait des maladies tropicales, qui commencent à pouvoir s'établir dans des zones tempérées comme l'Europe. Et donc, essentiellement, que dans le cas de la dengue, on a 400 000 infections par an dans le monde et 40 000 morts. Et la moitié de la population humaine est maintenant considérée comme étant à risque, parce que les zones tempérées commencent à être des zones à risque, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Et le problème aussi, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore des vaccins efficaces, ni des antiviraux efficaces contre ces maladies-là, ou la plupart d'entre elles. Il y a des candidats vaccins qui sont en train d'être testés, mais qui posent encore pas mal de problèmes. Et donc, du coup, une façon naturelle, c'est d'essayer de se débarrasser des vecteurs, parce que tant qu'on n'avait pas les vecteurs, ici, par exemple, en France métropolitaine, on a toujours eu des gens qui venaient des Caraïbes ou de la Réunion où ces maladies circulaient. Mais à Paris, ce n'était pas un problème parce que les personnes, ils pouvaient être malades eux-mêmes, mais comme il n'y avait pas de vecteurs pour transmettre à d'autres personnes, on ne pourrait pas avoir une épidémie qui pourrait démarrer en France métropolitaine. Maintenant, comme on va voir, c'est malheureusement plus du tout le cas. Et du coup, quand on voit l'état de... Donc ça, c'était la carte d'occupation des départements français par Aedes albopictus, que c'est le moustique tigre asiatique, en janvier 2025. Et on voit déjà qu'il n'y a pas grand-chose qui reste où il n'est pas encore établi. Et carrément, l'ANSES a fait un rapport là, en septembre 2024 en évaluant que le risque d'épidémie de ces maladies arboviroses, ça veut dire que c'est des maladies comme la dengue, le chikungunya ou le Zika, qui sont transmises par des virus qui sont portés par des arthropodes. C'est arthropode-borne virus, l'origine du mot. Et du coup, ils se rendent compte qu'on n'est pas du tout préparé, notre système de santé, pour gérer ça, comme quand le Covid est arrivé. Et qu'au même temps, on n'a pas du tout le système de vigilance fait pour suivre ça d'une façon efficace. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire si on veut prévenir d'avoir ce type d'épidémie qui puisse nous toucher, mais vraiment à très, très court terme. Là, c'était à 5 ans déjà qu'ils estiment qu'il y a une probabilité assez importante d'avoir ça. Ils ne se sont pas vraiment trompés parce que si on regarde les données de Santé publique France, là, le dernier bulletin de lundi dernier, les cas autochtones d'arbovirose en France, on est pour le chikungunya 787 cas depuis janvier, quand d'habitude on en a 0 ou très rarement quelque chose entre 0 et 10. Donc on a complètement changé de championnat cette année par rapport à ce qui était la norme jusqu'à maintenant. Et on voit que certains sont... donc ça, c'est les cas autochtones. Donc des cas importés, on a toujours eu. On a toujours de l'ordre des milliers de cas importés parce que c'est les gens soit des gens d'ici qui vont faire du tourisme quelque part où il y a la maladie qui circule et qui l'attrapent, soit des gens des zones où la maladie est endémique qui viennent ici. Donc du coup, des cas importés, ça, on ne peut pas éviter. Mais des cas autochtones, c'était plutôt ça qu'on n'avait pas jusqu'à récemment et qui a complètement changé cette année par rapport au chikungunya. Et même par rapport à la dengue, bon, on est à une trentaine de cas, c'est pas beaucoup, mais bon, pour comparer aux 800 de chikungunya, c'est vrai que ça, personne ne s'attendait que ça nous arrive aussi vite.
Et c'est arrivé parce qu'il y a eu en janvier-février une épidémie assez importante à La Réunion. Et donc, du coup, on emportait beaucoup de cas. Heureusement, c'était une époque où c'est encore l'hiver chez nous. Et du coup, il n'y avait pas beaucoup de moustiques. Et même comme ça, on s'est retrouvé avec presque 800 cas dans l'année. Si jamais c'était plutôt dans les Caraïbes qu'on avait eu l'épidémie, dans l'hémisphère nord, il serait venu les cas au même temps où on avait beaucoup de moustiques et on aurait pu avoir une épidémie dès cette année. Donc il faut vraiment qu'on commence à réfléchir sérieusement à qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça. Comme je vous ai dit, l'avantage des maladies à vecteurs, c'est que s'il n'y a pas de vecteur, il n'y a pas de transmission. Donc on peut, si on n'a rien d'autre à faire, on peut essayer de se débarrasser des vecteurs. Et comment on peut essayer de se débarrasser des vecteurs? Donc dans ce cas des moustiques, essentiellement, une façon très efficace, c'est essayer d'éliminer les endroits où ils peuvent pondre leurs œufs. Donc ça veut dire des points d'eau stagnantes, comme dans les soucoupes de nos plantes ou dans des vieilles bâches qui traînent dans le jardin, des choses comme ça. Ça suffit, même une capsule de bouteille, ça suffit pour un Aedes pour se reproduire s'il y a de l'eau dedans. Donc c'est assez dur à le faire de façon très efficace, mais tout ce qu'on peut gagner en le faisant, c'est ça de gagner. Et ça, c'est vraiment une façon d'intervenir qui n'a pas de conséquences néfastes. Par contre, ça demande beaucoup de temps et d'investissement et d'arriver à convaincre les gens à le faire sérieusement chez eux. Ce qui arrive très souvent, c'est que les gens le font sérieusement pendant une semaine ou deux. Et après, ils commencent à en avoir marre d'aller à l'autre côté du jardin, là où il fait sombre, où c'est humide, pour essayer de voir s'il n'y a pas de l'eau qui s'est accumulée, qui pourrait servir à que des moustiques puissent se reproduire. Donc bon, toujours, ça c'est quelque chose que les autorités de santé essaient d'encourager les gens à faire en permanence même, et surtout dans des moments où il y a des risques. Après, la façon classique de lutter contre les vecteurs, c'est les insecticides. Et ça a l'avantage qu'il y a un effet à très court terme, donc assez rapide, mais ça a plein d'inconvénients, surtout du point de vue écologique, parce qu'ils ne sont pas spécifiques à une espèce. Donc du coup, en attaquant les moustiques, on finit par tuer plein d'autres insectes, et quelquefois même des prédateurs de ces insectes, ce qui peut engendrer des effets à retard, parce que si on tue la population d'oiseaux, par exemple, qui mangent des moustiques, ou surtout les chauves-souris, qui sont ceux qui les mangent le plus efficacement, parce qu'ils sont en train de manger des insectes qui sont empoisonnés à l'insecticide. L'année d'après, on a encore moins de chauves-souris pour lutter et contrôler la population des moustiques. Donc, en luttant contre les moustiques cette année, on peut se retrouver avec un problème aggravé à retard. Et sinon, il y a aussi le même problème que pour les antibiotiques, c'est qu'ils développent la résistance très vite. Parce que comme ils arrivent à faire des générations toutes les 2 semaines, ça permet de faire que la sélection naturelle va favoriser ceux qui sont le moins affectés par l'insecticide qu'on est en train d'utiliser. Et comme en Europe, en ce moment, on n'a qu'un seul insecticide qui est autorisé, que c'est la deltamétrine. En ce moment, presque tous les moustiques sont déjà résistants à la deltamétrine. Donc, si on veut encore les tuer, il faut qu'on augmente encore les doses, de plus en plus à chaque fois. Et du coup, on a les effets secondaires qui vont encore s'aggraver. Donc, ça, c'est une solution vraiment à éviter tant qu'on peut et à utiliser qu'en cas d'urgence. Et c'est ce qui est utilisé en ce moment aussi, même à Paris, quand ils détectent un cas de quelqu'un qui a été contaminé par la dengue ou le chikungunya et qui n'a pas voyagé. Donc ça serait un cas autochtone, c'est quelqu'un qui ne l'a pas chopé ailleurs, qui a été infecté ici en métropole.
Ils vont faire dans un périmètre de 100 à 200 mètres autour de là où cette personne habite, mettre plein d'insecticides pour essayer de tuer tous les moustiques qui auraient pu piquer cette personne avant qu'ils puissent piquer quelqu'un d'autre. Mais bon, ça, c'est des choses que, bon, c'est des solutions d'urgence. Ce qu'on va parler aujourd'hui ici, c'est d'une solution alternative qui passe par ce qu'on appelle du contrôle biologique et qui a le gros avantage que, comme c'est des méthodes qui vont cibler la reproduction des vecteurs, par définition, elles vont affecter que les autres organismes de la même espèce. Donc, c'est espèce spécifique. Quand on s'attaque, par exemple, à Aedes albopictus, au moustique tigre, qui est une espèce invasive ici en métropole, on ne va même pas être en train d'embêter spécialement les culex, qui sont nos moustiques classiques, parce qu'ils ne se croisent pas avec. Et donc, du coup, c'est une façon de pouvoir intervenir, surtout quand c'est une espèce invasive comme le moustique tigre, sans trop s'inquiéter de quelles seront les conséquences sur l'écosystème ou même sur la chaîne trophique, parce que quand on essaie d'éliminer le moustique tigre, comme on sait qu'il n'était pas là il y a 10 ans et que l'écosystème marchait bien, on peut espérer que s'il n'est plus là, l'écosystème va encore bien marcher avec les moustiques classiques qui étaient là à sa place avant. Donc ça, c'est le gros avantage de cette méthode, mais bien sûr, elle n'est pas parfaite et quand on peut l'éviter, c'est mieux de l'éviter aussi. Mais bon, comparé à des insecticides, c'est quand même une façon beaucoup plus légère d'affecter l'écosystème, mais qui, comme vous allez voir, a aussi une certaine lourdeur d'implémentation et qui a un inconvénient, c'est que comme on est en train de cibler la reproduction, on va voir des effets que dans les générations suivantes. Donc, on ne va pas voir des effets pour demain ni pour dans 5 jours. Donc, s'il y a une épidémie qui est en train de circuler, c'est très dur de dire aux gens « Ah non, on va faire ça, ça va continuer à circuler encore pendant 1 mois et demi, mais bon, c'est comme ça. » Normalement, les gens vont espérer, et c'est ce qui est fait ici en France, qu'il y ait aussi une mesure avec un effet immédiat qui soit implémentée. Mais si on peut faire du préventif, c'est sûr que ce genre d'action est beaucoup plus compatible avec notre écosystème et même avec notre santé à nous, parce que quand ils sont en train de pulvériser leurs insecticides, ils disent aux gens « Ah non, non, ça ne vous fait pas de mal, mais allez chez vous et fermez bien les fenêtres. » Donc, c'est que c'est pas si pas de mal que ça. Et donc, les deux méthodes qu'on a fait les maths, c'est d'un côté cette méthode qui s'appelle la méthode Wolbachia, où c'est une équipe australienne que dans le début des années 2000 s'est rendu compte que quand ces moustiques Aedes aegypti, ce n'est pas les mêmes qu'on a ici, donc c'est une technique qui ne marche pas pour les moustiques qu'on a ici en ce moment, étaient infectés par une bactérie qui s'appelle Wolbachia, c'est ça qui donne le nom à la méthode. Le virus mettait beaucoup plus de temps à aller de leur estomac à leur glande salivaire. Et du coup, ils continuent à être là, les moustiques, et à nous piquer, mais la probabilité qu'ils nous transmettent des maladies va être fortement diminuée quand on arrive à que les moustiques soient infectés par cette bactérie. Et ils se sont rendus compte en même temps que cette bactérie, elle modifie la reproduction des moustiques en sa faveur, comme beaucoup de bactéries ou d'organismes, de telle façon qu'on a ce qu'on appelle l'incompatibilité cytoplasmique, qui fait que quand on a ici infecté au sein, c'est infecté par la bactérie, ce n'est pas infecté par le virus qui est la maladie pour nous. Donc, quand on a un moustique qui est infecté par la maladie, par
par la bactérie, et si c'est un mâle infecté par la bactérie qui se croise avec une mère qui est une mère sauvage, la progéniture, elle n'est pas viable. Et comme cette bactérie, elle est transmise de mère en fille verticalement, ça veut dire que sur les 3 possibilités d'avoir de la progéniture, 2 sur 3, elles auront la bactérie, et seulement 1 sur 3, elle ne l'aura pas. Et grâce à cet avantage reproductif, ça fait que si on se met à larguer des moustiques de ce type-là, progressivement, ils vont envahir l'espèce. Donc ici, c'est un schéma où les noirs, c'est les moustiques sauvages, les bleus, c'est les moustiques avec Wolbachia. On commence à les lâcher, ça c'est le temps. On commence à les lâcher à partir d'un certain moment. Ils vont envahir, si on lâche un nombre assez grand, on va réussir à envahir complètement la population et après un certain moment, avoir que des moustiques Wolbachia, on sera encore piqué, mais on n'aura pas le risque de transmission de la maladie pour lesquelles Wolbachia est efficace pour bloquer la transmission. Et ça, c'est une méthode qui est en train d'être promue par le World Mosquito Program et qui est déployée dans beaucoup de pays du monde, en particulier dans le sud-est asiatique, mais aussi dans certaines zones du Brésil et en Colombie, et qui a des résultats qui sont assez raisonnables. De toute façon, ceux qu'ils publient sont plutôt bons. Après, ils publient que ce qu'ils veulent, mais ceux qu'ils publient, ils sont plutôt encourageants. Mais comme je vous ai dit, par exemple pour les Aedes albopictus, ça ne marche pas. Parce que déjà, ils ont 2 Wolbachia dedans, et ils sont que deux variétés de Wolbachia dedans, ils arrivent encore à en transmettre. Ce qui fait aussi peur aux gens, que même pour Aedes aegypti, où pour l'instant Wolbachia bloque la transmission, le virus va être en train de coévoluer, et après un certain temps, peut-être arriver à bien arriver vite aux glandes salivaires, même s'il y a la lignée de Wolbachia qui en ce moment est en train de marcher et qui marche depuis 15 ans, ce qui est déjà pas mal. Il y avait certains virologues qui disaient que ça allait marcher rien du tout. Et pourtant, ça a tenu au moins 15 ans, mais ça peut d'un moment à un autre ne plus marcher parce qu'on a une variété de virus qui arrive à ne plus être assez retardée par la bactérie. Et du coup, ça ne nous a servi à rien de mettre ces moustiques-là s'ils commencent eux aussi à transmettre. Et l'autre méthode, que c'est celle où on va parler le plus aujourd'hui, c'est la technique de l'insecte stérile, où à la place de remplacer la population, on essaye de la supprimer, donc de pousser la population vers 0. Comme je vous ai dit, si c'est contre le moustique tigre ici en France métropolitaine, comme c'est une espèce invasive, on n'a pas trop à s'inquiéter de qu'est-ce qu'on va changer dans les chaînes trophiques et qui sont les autres espèces qui seraient affectées par ça. Mais si jamais on essaie de l'utiliser contre une espèce qui est native de la région, là, il faut faire beaucoup plus attention à ce qu'on fait. Le problème de la technique de l'insecte stérile, c'est que contrairement à ici en Wolbachia, cet état que la population est envahie par les moustiques qui ont la bactérie, c'est un état stable. Donc on a un point critique stable. À partir du moment où on arrive avec notre contrôle, que c'est combien de moustiques Wolbachia on est en train de lâcher chaque jour ou chaque semaine, à rentrer dans le bassin d'attraction de ce point critique où il n'y a que des moustiques Wolbachia, et il est stable parce qu'on a l'incompatibilité cytoplasmique qui favorise les moustiques Wolbachia par rapport aux autres. Là, on n'a même plus rien à faire, le système travaille pour nous et a priori va y rester pour l'éternité. Et c'est l'argument principal de vente du World Mosquito Program. Avec la technique de l'insecte stérile, ce n'est pas du tout le cas parce qu'on essaye de stabiliser 0, donc de pousser la population vers l'extinction, mais 0 c'est instable. Il suffit qu'il y ait quelques moustiques qui arrivent à revenir
ils vont se mettre à se reproduire et on aura une croissance exponentielle si on a arrêté d'intervenir. Donc on est obligé de mettre en place, et c'est un peu ça les maths qu'on est en train de développer dans notre groupe récemment, du contrôle feedback pour être tout le temps en train de réagir à cette population qui pourrait essayer de se rétablir. Mais l'avantage, c'est que tant que la population est petite, on arrive à la pousser vers zéro avec très peu de moustiques, donc avec un coût très faible. Donc on a un coût très grand pour la première intervention où on va faire le collapse de la population, mais à partir du moment où on est près de zéro, on peut le stabiliser avec un coût qui tend vers zéro quand le nombre de moustiques sauvages tend vers zéro. Et c'est ça vraiment la base de la technique et des maths qu'on est en train de faire. Donc, pour pouvoir faire les maths, il faut qu'on ait un modèle. Donc, on va regarder le cycle de vie du moustique et on va essayer de faire un diagramme où on dit des œufs deviennent des larves deviennent des pupes, qui peuvent soit donner naissance à des femelles ou à des mâles, avec une certaine probabilité. Donc, ici, le nu serait la probabilité de devenir une femelle. Tout ça a des taux qui sont liés au temps que prend chacun de ces stades et qui vont sûrement dépendre de la température ou des conditions d'humidité. Donc, il y a pas mal de travail à faire sur la partie paramétrage. Mais après, il n'y a que les femelles qui, d'un côté, sont vecteurs et qui vont pondre des nouveaux œufs. Mais pour que les femelles pondent des nouveaux œufs, il faut qu'elles se croisent avec des mâles. Donc, il faut qu'on ait des mâles sauvages qui puissent féconder les femelles pour qu'elles pondent des nouveaux œufs. Et c'est ça la base de la technique de l'insecte stérile, c'est d'essayer d'inonder le milieu avec des mâles qui sont stériles, qui vont être en compétition avec les mâles sauvages pour féconder les femelles, et toutes celles qui seraient fécondées par des mâles stériles vont pondre des œufs qui ne sont pas viables. Elles pondent quand même des œufs, donc elles ne savent pas qu'elles n'ont pas donné lieu à une progéniture, mais leurs œufs ne vont pas éclore. Et donc, du coup, si on arrivait, par exemple, qu'à chaque génération, 90% des femelles soient fécondées par des mâles stériles, c'est comme si on stérilisait à chaque génération 90% des femelles. Et donc, du coup, on n'aura que 10% de ce qu'on aurait eu si on n'avait pas fait l'intervention. Et comme les générations sont assez rapides, surtout pendant l'été, on va très vite avoir de moins en moins d'œufs. Et si on a moins d'œufs, on a moins de tout parce que c'est les œufs qui alimentent le reste du système. Et donc, du coup, on peut venir et utiliser les mâles stériles comme un contrôle sur ce système-là. Donc, la dynamique du système elle-même, une façon de la représenter, ça serait de dire, bon, les œufs, ils sont pondus par les femelles. On peut supposer qu'il y a une certaine capacité de charge pour les œufs et mettre un terme logistique ici. Ça se justifie, selon les entomologistes, pour certaines espèces, par le fait que les femelles, quand elles pondent des œufs, elles ne pondent pas tous les œufs au même endroit. Et elles essayent d'aller pondre des œufs à des endroits qui ne sont pas déjà trop pris par des œufs ou éventuellement aussi par des larves, pour essayer d'augmenter. Donc, c'est une anticipation des conditions de développement de leur progéniture. Elles essayent d'aller pondre les œufs dans des endroits qu'elles trouvent qui sont plus favorables. Après, il y a bien sûr une compétition au niveau des larves, parce que c'est là qu'elles sont en train d'avoir une compétition forte pour les nutriments, comme je vous ai dit. C'est là qu'il y a la plupart de la croissance. Ici, pour les pupes, c'est presque comme introduire un retard. Les larves deviennent, donc ici pour les larves, la seule façon d'avoir des larves, c'est s'il y a des œufs qui ont éclos et qui ont donné naissance à des larves. Et après, on perd des larves, soit par des compétitions des larves avec elles-mêmes, c'est le terme en CL fois L, donc un CL carré, ou soit parce que les larves transitent à un certain taux L vers des pupes. Ça, c'est le développement normal du moustique, de son cycle de vie, soit parce qu'elle meurt pour une cause ou une autre de mort naturelle, ou éventuellement, si on introduit des prédateurs pour les larves, ça serait ici qu'on pourrait introduire un terme de mort
en plus, parce qu'on est en train d'essayer d'affecter la dynamique des larves en introduisant des prédateurs qui sont spécifiques pour elles ou en attaquant avec des larvicides, donc des insecticides, mais qui sont spécifiques aux larves. Donc c'est ici qu'on doit les mettre et pas dans les termes pour les adultes. Donc tout ça, c'est une question de comment on va intervenir et voir comment on va mettre notre contrôle dans le système. Dans notre cas, pour mettre un contrôle mâle stérile, ce qu'on va devoir faire, c'est donc ça, c'est comment ils sont produits et comment ils sont largués pour envahir le système. Essentiellement, c'est des usines d'élevage de moustiques. Ils se reproduisent très très bien. Une femelle peut pondre jusqu'à une centaine d'œufs par ponte, et elle va encore pondre plusieurs fois dans sa vie. C'est pour ça qu'elle va avoir besoin de piquer plusieurs fois dans sa vie. Et après, on sépare les mâles des femelles. Et c'est un programme qui est sponsorisé par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, ils sont stérilisés par irradiation, mais ça peut même mettre des irradiateurs pas spécialement puissants parce l'IAEA a optimisé les doses qui sont nécessaires pour les stériliser. Une fois qu'on a des mâles stériles, on va les larguer dans l'environnement. Traditionnellement, c'était en les portant dans des boîtes, dans une pick-up et en l'ouvrant aux endroits où on voulait les libérer. Maintenant, on commence même à avoir beaucoup de largage par drone qui permet de faire une intervention beaucoup plus fine parce que les drones, ils ont des petites capsules où quelquefois, il n'y a que 3 ou 4 moustiques par capsule. Et on programme le drone aussi bien sa trajectoire que les moments où il va ouvrir les capsules et larguer les moustiques. Donc ça permet de faire un contrôle qui est presque continu en temps et en espace. Mais bon, après, quand même, ils ne sont pas en train de faire voler des drones partout et tout le temps parce que ça revient aussi très cher. Et ça, c'est une des autres choses qu'il faut garder en tête. Et après, c'est ce que je vous disais, ils vont se croiser avec des femelles et tous les œufs qui vont être pondus par les femelles qui se sont croisées avec ces mâles stériles ne vont pas engendrer des moustiques pour la génération d'après. Donc, du coup, sur notre système d'équations, on est obligé d'ajouter une équation pour les mâles stériles et notre contrôle, c'est combien de mâles stériles on est en train de larguer à chaque instant. Donc, c'est le taux auquel on est en train de larguer des mâles stériles. Donc, c'est cette fonction U, c'est la seule façon qu'on a d'intervenir sur ce système en technique de l'insecte stérile. Mais une fois qu'on a des mâles stériles, on va voir que maintenant, ce n'est pas tous les œufs qui sont pondus par les femelles qui sont des œufs viables. Il n'y a que ceux qui résultent d'un croisement avec un mâle sauvage, donc un M. Mais tous ceux qui sont d'un croisement avec un MS ne vont pas engendrer des œufs qui vont donner une nouvelle génération. Et du coup, on va avoir d'une certaine façon la probabilité que la femelle se croise avec un mâle sauvage qui va multiplier le facteur qui avant était tout seul ici. Et comme cette probabilité tend vers 0 quand MS tend vers infini, si on inonde suffisamment fort le système, on va se débarrasser en quelques générations de la population. Et le reste des équations, si on fait dans un modèle aussi simple que ça, on ne touche même pas. Donc, il y a cette équation de la dynamique des mâles stériles où on ne peut pas fixer directement le nombre de mâles stériles. Et ça pose un problème qui complique un peu le contrôle, mais c'est quand même une équation très simple. Et après, une fois qu'on les a là, ils vont changer la dynamique d'une façon indirecte. Et en général, même pour les résultats qu'on va parler après, pour avoir des systèmes de dimension un peu plus petites, on va un peu mettre toutes les phases aquatiques, donc les œufs, les larves et les pupes ensemble, et l'appeler E, et du coup travailler plutôt sur des modèles de ce type qui sont plus simples, parce qu'on est en train de vouloir travailler un mâle stérile, et le mâle stérile, il va intervenir qu'au niveau du passage des femelles, de combien d'œufs ils vont pondre. Donc ça ne fait pas de différence entre les œufs, les pupes et les larves. Si on était en train d'intervenir en larvicide ou en prédateur de larves,
On ne pourrait pas se permettre de faire cette simplification parce qu'il fallait qu'on ait les larves explicitement dans le modèle. Et si jamais c'est des prédateurs qui peuvent manger que les petites larves, mais pas les grandes, parce qu'elles changent énormément de taille pendant leur vie, ça veut dire qu'il faut même diviser les larves en larves jeunes, donc en stade de larves. Donc tout dépend, le détail du modèle, de ce qu'on veut faire avec et de comment on veut intervenir. Mais donc le modèle de base EDO pour la suite serait ça, et après les versions EDP de ça quand on veut prendre en compte l'inhomogénéité spatiale. Et la méthode, elle marche. Donc il y a plein d'études pilotes qui sont encouragées par l'OMS et l'IAEA. C'est un programme international. Et ils ont déployé des études comme ça sur des zones relativement petites de 20 à 40 hectares. On intervient en larguant des mâles stériles. Les barres grises sont combien de mâles stériles sont largués dans chaque semaine. Ici, c'est une étude de nos collaborateurs cubains. Et ce qu'on voit, c'est que dans la zone d'intervention, que c'est la courbe noire, le fait d'avoir largué les mâles stériles a fait que la fraction d'œufs qui sont viables a chuté vers 0 après quand même pas mal de temps. Mais bon, ça fait quoi 1, 2, 3 mois, 3, 4 mois avec les moyens qu'ils avaient. Et s'ils tapent plus fort, ça va plus vite parce que c'est la fraction d'œufs qui survivent pour la génération d'après. Et par rapport à la zone de contrôle où ils n'interviennent pas, que c'est la zone grise, qui poursuit sa dynamique saisonnale de population de moustiques, où c'était en train d'augmenter un petit peu, parce que le moment où il y a plus de moustiques, c'est au printemps et à l'automne. Et donc, du coup, comme ils interviennent en début de printemps, à partir de mars, avril, ils vont être dans la phase où la population était en croissance et ils essaient d'éviter qu'elle puisse croître beaucoup pour que la transmission n'ait pas lieu. Donc, sur des petites zones, on sait faire. Le problème, c'est que, comme je vous ai dit, on arrête d'intervenir et 2 mois après, les moustiques sont revenus et on est dans la dynamique d'avant. Donc, c'est ça le problème de cette méthode, c'est qu'on ne peut pas arrêter complètement d'intervenir, sinon c'est comme si on n'avait rien fait. Et l'autre avantage de cette méthode qui nous fait nous intéresser à elle, c'est que c'est une méthode qui est beaucoup utilisée aussi dans un contexte de nuisibles agricoles. Donc c'est une méthode qui est utilisée depuis les années 60 contre plein d'espèces d'insectes, comme tout ce qui est mouches des fruits, différentes espèces de mouches des fruits. C'est comme ça que maintenant ils contrôlent dans la zone de Valence les mouches des fruits sur les oranges, les citrons. Ils essaient d'éviter des pesticides et ils se débrouillent assez bien avec l'insecte stérile sur la mouche. Ça a été utilisé contre la Lucilie bouchère, c'est même la première application à grande échelle où ils ont réussi carrément à l'éliminer à l'échelle d'un continent. Donc toute l'Amérique du Nord maintenant a été libérée grâce à cette technique de la Lucilie bouchère, que c'était une mouche qui vient pondre des œufs dans des endroits où la peau des humains, c'est pour ça qu'elle s'appelle omnivorax, mais surtout c'était un problème pour le bétail. Les endroits où ils ont été marqués au fer chaud, où ils se sont blessés, et elles viennent pondre des œufs, et après leurs larves, elles mangent la chair, et elles engendrent des infections à terme. Donc il y avait des pertes importantes de bétail dans les années 50, et c'est là qu'ils ont commencé à développer cette méthode. Et grâce à elle, maintenant ils ont repoussé, on va parler un peu de ça aussi pour les moustiques, les mouches progressivement, ils se sont débarrassés aux États-Unis, après au nord du Mexique, après progressivement dans le reste du Mexique. Et maintenant, depuis les années 2000, ils se sont débarrassés jusqu'au Panama. Et au Panama, c'est facile, comme c'est assez étroit,
à essayer d'empêcher que celles qui sont encore dans l'Amérique du Sud puissent remonter. Et c'est un peu de ça qu'on va parler. Mais bon, ça marche aussi pour Carpoca, parce que c'est des parasites des pommiers. Et ce qui nous intéresse le plus là, dans le contexte de ce que je vais présenter aujourd'hui, les gens sont en train de le faire marcher pour des moustiques. Et ça, c'est un truc plutôt assez récent. Mais bon, ça, c'est les moustiques, mais ce qu'on veut à la fin, c'est qu'il y ait moins d'humains contaminés. Donc, du coup, il faut aussi qu'après, on sache aller voir quelles sont les conséquences sur l'épidémie chez les humains. C'est l'indice H ici, ça veut dire les populations humaines, d'être en train d'intervenir chez les moustiques. Et donc, du coup, comme c'est ce qu'on veut suivre, c'est la propagation de la maladie, donc entre la transmission, il va falloir qu'on écrit des modèles susceptibles, exposés, infectés pour les humains et pour les moustiques. Normalement, pour les humains, on a pour des maladies comme la dengue qui donnent une certaine immunité, on devrait avoir ici aussi ceux qui sont retirés du système, au moins partiellement. Mais comme on est en train de travailler que sur quelques semaines ou quelques mois et que la plupart des maladies ne tuent pas tant que ça, ce n'est pas l'Ebola, on peut supposer qu'on est à population d'humains constants. Et dans ce cas-là, on peut se débarrasser d'une des équations, c'est ce qu'on a fait ici. Pour les moustiques, il n'y a pas à les récupérer parce que comme ils vivent que 2 semaines, quand ils chopent le virus, ils le gardent jusqu'à la fin de leur vie, donc on n'a même pas besoin. Mais par contre, leur population n'est pas constante et c'est même essentiel qu'elle ne le soit pas parce que c'est comme ça qu'on intervient. Et ce qu'on dit, c'est ça le spécial d'une maladie à vecteur, c'est que, bon, essentiellement, comment on a des humains susceptibles, c'est les humains qui sont nés, si la maladie n'est pas transmise de mère en fille, ou en fils. Et comment ils deviennent infectés, donc comment on perd des susceptibles, c'est s'ils deviennent infectés. Et comment on devient infecté, c'est quand un moustique infecté, donc un IM, vient piquer un humain susceptible. Et dans les systèmes de maladies à vecteurs ou de maladies sexuellement transmissibles, c'est ce type de structure qu'on va toujours avoir. C'est basé sur le modèle de Ross MacDonald, que c'était un modèle développé pour le paludisme. Et comment on intervient sur ce système? Comme avant, la seule façon qu'on sait faire, c'est larguer qu'on est en train de modéliser, c'est larguer des mâles stériles. En larguant des mâles stériles, on va venir toucher au nombre de moustiques susceptibles qui vont naître, et c'est par là qu'on va toucher à tout le reste du système. Et donc, on a fait un travail très simple. Bon, déjà, le modèle, il est très simple, mais c'est déjà très dur de faire des choses analytiques dessus. Et après, pour faire un contrôle simple, on avait même considéré que du contrôle impulsionnel, où ce qu'on est en train de supposer, c'est qu'on est en train de larguer nos moustiques stériles, qu'à un nombre discret, un nombre fini d'instants qu'on va noter par TJ et qui sont au nombre de n. Ça, c'est une des choses qu'on peut choisir. Et l'autre, c'est combien de moustiques on lâche à chacun de ces TJ. Et ce qu'on veut, c'est optimiser la façon d'intervenir sur la propagation dans la population humaine. Et ce qui nous montre les simulations, c'est que si jamais on n'a pas beaucoup de moustiques, mais on veut intervenir quand même, la courbe d'infection d'humains infectés, c'est la courbe en noir, ça c'est si on ne fait rien. Si on a peu de moustiques et on veut intervenir, ce qu'on a trouvé, c'est que le mieux, c'était d'intervenir quand il y avait beaucoup d'humains infectés. Mais même en faisant ça, on avait réussi à réduire que de 12% le nombre d'humains infectés quand on intègre sur la durée de notre épidémie. Par contre, si on a assez de moustiques pour intervenir, donc si on a dans ce cas que 2 fois plus que ce qu'on avait là, on peut voir qu'on peut passer de 12% à 49% de réduction. Et ça, qu'est-ce qu'on avait imposé dans cette étude-là? C'est qu'on pouvait larguer que 10 fois. Après, on s'est dit, mais est-ce que le nombre de fois qu'on peut larguer
peut changer quelque chose. Donc si on peut larguer le même nombre de moustiques, c'est ça le grand C ici, mais en plus de fois, est-ce qu'on gagne quelque chose? Et ce qu'on voit, c'est que si on n'a pas beaucoup de moustiques, on gagne quand même 2%, mais ce n'est pas grand-chose. Et on continue à jouer la même stratégie, on va les larguer. La courbe bleue, c'est la population de moustiques stériles. Donc à chaque fois qu'on les largue, on est en train de larguer un delta, donc on a un saut, et après ça décroît exponentiellement. Et c'est pour ça qu'on voit cette population qui fait ces sauts et après des petites décroissances exponentielles. Mais si on n'en a pas beaucoup de moustiques, bon, on gagne un petit peu, ce n'est pas grand-chose, et on joue la même stratégie. Mais si on peut larguer en 20 fois et avec le même nombre de moustiques qu'on larguait en 10 fois, on peut passer de 50 à presque 100% de réduction des humains infectés. Donc, d'arriver à avoir des stratégies de comment les larguer, par cet exemple simple, c'est important. Et c'est là que c'est important de savoir faire les maths pour des choses comme ça. Et du coup, oui, bon, même dans un système simple comme ça, on peut déjà avoir quelques idées de comment intervenir et quelle est la stratégie, que c'est lié au nombre de nos moustiques, mais aussi à la façon comment on les largue, et qu'il y a ces phénomènes de seuil. Maintenant, je vais passer au cas avec espace. Donc ça, c'est la façon comme Aedes aegypti a envahi la France métropolitaine entre 2004 et 2022. Ils ont commencé par rentrer par le sud-est et par la Corse. Et progressivement, au fur et à mesure, on voit qu'ils sont en train de se propager et d'envahir vers le nord et vers l'ouest. Et du coup, ça nous a fait penser à essayer de faire des modèles de réaction-diffusion pour avoir des solutions type onde progressive pour décrire ça. Bien sûr que ça ne suffit pas. Et ça, on le voit tout de suite si on se met à regarder l'Île-de-France. On voit que l'Île-de-France commence à avoir des moustiques beaucoup avant de beaucoup de régions qui sont entre l'Île-de-France et les régions qui étaient déjà infectées. Donc les moustiques, par la réaction-diffusion, on voit comment ils bougent eux-mêmes, mais après, il y a le problème que nous, on les transporte et que quand les gens vont faire des vacances en Côte d'Azur, ils peuvent en ramener dans leur voiture, que quand on fait circuler des marchandises, on peut ramener des moustiques aussi. Et donc, du coup, il faut le corriger par, après, une diffusion rapide selon les routes et surtout les autoroutes, éventuellement les voies de TGV où ils ne surveillent pas trop les moustiques non plus. Mais normalement, ils n'aiment pas trop les trucs climatisés, donc on peut essayer de s'en débarrasser un peu comme ça. Mais bon, donc du coup, on s'est mis à faire des équations de réaction-diffusion pour essayer de voir si on peut concevoir des stratégies pour arrêter l'invasion, voire pour la repousser. Et donc, du coup, on écrit des équations de réaction-diffusion où la non-linéarité va avoir les informations sur la dynamique des moustiques, c'est ça le terme de réaction, et sur comment on intervient. Donc, en intervenant, on va pouvoir changer le terme de réaction, et c'est par là qu'on peut éventuellement inverser la direction de propagation de notre onde progressive. Et du coup, on peut soit penser qu'on a un système bistable, et là on aura des modèles d'Allen-Kahn, ou un système monostable, et là on aura des modèles de Fischer-KPP. Ça dépend de si on est en train de considérer que des populations très petites de moustiques sont viables ou pas. Donc, l'effet Ali, c'est de dire qu'en dessous d'un certain seuil, la population de moustiques n'est pas viable, donc même si on ne fait rien, elle va s'éteindre. Fischer-KPP, non, c'est le cas où 0 est instable, et donc dès qu'on a quelques moustiques, on va avoir ce qu'en anglais ils appellent le hair trigger effect. On a un mode exponentiel croissant, et on va croître jusqu'à la capacité de charge de notre environnement très très vite. Et donc, du coup, la différence entre les deux, c'est bon, ça c'est des non-linéarités typiques pour l'un ou pour l'autre.
Après, bien sûr, il faut travailler sur des cas plus réalistes, mais déjà voir qu'est-ce qu'on arrive à dire sur des cas comme ça. Ici, on n'a que deux états stables, que c'est 0 et 1. 1, c'est essentiellement l'autre état stable qu'on a normalisé pour que les maths soient plus simples et qu'on ait moins de paramètres. Et ici, par contre, on a 0 est instable, 1 est stable, c'est ça le modèle monostable. Le modèle bistable, on a un troisième état qui est là au milieu, que lui sera un point critique qui est instable, mais du coup, 0 devient stable et il y a un bassin d'attraction qui va jusqu'à θ, et 1 continue à être stable, mais maintenant son bassin d'attraction ne va pas jusqu'à 0, il va jusqu'à ce niveau de seuil θ où la population commence à être viable. Et on sait que pour ce genre de solution, d'équation, que ce soit dans le cas bistable ou monostable, on a des solutions type onde progressive, qui par contre ont des propriétés un peu différentes dans un cas et dans l'autre. Donc du coup, déjà dans le cas bistable, que c'était le premier qu'on avait regardé, on sait que la vitesse de notre onde progressive, son signe est donné par l'intégrale de la non-linéarité entre 0 et 1, ou entre les deux points critiques stables. Et du coup, si on arrive à jouer sur cette non-linéarité, on sait que si on ne fait rien, comme les moustiques sont en train d'envahir, c'est parce que la partie positive a une intégrale plus importante que la partie négative, parce qu'on a une vitesse positive d'invasion. Mais si on arrive à jouer sur cette non-linéarité de façon à agrandir la partie négative et réduire la partie positive, on peut faire changer le signe de notre vitesse d'invasion. Donc du coup, qu'à la place d'avoir une espèce qui est en train d'envahir, on a une espèce qui est en train de s'éteindre. Et c'est ça qu'on aimerait pour les moustiques tigres. Donc déjà, la première chose, c'est essayer de voir si on arrive à les arrêter. Et ça, c'était un premier résultat qu'on a démontré avec Jorge Estrada, qui était un étudiant qu'on a encadré avec Nicolas Vauchelet. Et là, on dit, je peux lâcher mes moustiques stériles dans une bande de largeur 5 km, donc entre 0 et 5 dans ce schéma. Ici, c'est l'espace, ici, c'est le temps. Si j'ai une onde, si je ne fais rien, je vais avoir une droite qui aura comme déclive la vitesse d'invasion. Si je commence à lâcher des choses dans cette bande, bon, déjà dans cette bande, comme je suis en train de lâcher des moustiques stériles, il n'y en a pas beaucoup des autres qui arrivent à se reproduire. Mais si j'en suis en train de lâcher que 10 000 par kilomètre, par jour, je vois qu'il y a quand même des qui arrivent à suffisamment de moustiques qui arrivent à passer de l'autre côté pour continuer leur invasion derrière mon dos et exactement à la même vitesse qu'ils étaient en train d'envahir avant. Si j'ai un peu plus de moustiques, donc je passe de 10 à 20 000 par kilomètre par jour, j'arrive à les retarder un peu plus, mais quand même, ils finissent par arriver à envahir. Bon, c'est bien, j'ai déjà gagné un peu de temps, mais je n'ai pas réussi à m'en débarrasser. Par contre, on arrive à montrer qu'il y a un phénomène de seuil où si on lâche plus de 30 000 par kilomètre par jour, on arrive à éviter complètement qu'ils puissent nous passer derrière. Donc ça, c'est un premier résultat, c'est comment les bloquer. C'est possible du moment où on a assez de moustiques et assez d'espace pour les lâcher. Et par contre, maintenant, ce que je vous disais, c'est que si on fait que des interventions en zone pilote, on va nulle part. Donc on apprend des choses, mais dès qu'on arrête, ils reviennent. Donc du coup, maintenant, ce qu'on a, on est en train de commencer à travailler, parce que ça va être implémenté à partir du début de l'année prochaine à Cuba, c'est de passer de zones de 20-40 hectares à une zone de 1000 hectares. Et en plus en zone urbaine de La Havane, et qui est une des municipalités où ils ont eu le plus de problèmes avec la dengue dans des épidémies précédentes, et où ils sont en train d'avoir pas mal de problèmes avec le chikungunya en ce moment. À tel point que même mon collaborateur, il a chopé le chikungunya mercredi et il est complètement HS. Mais en ce moment, ça circule énormément. Et le chikungunya,
ça n'engage pas souvent le prognostic vital des gens, mais c'est très handicapant parce que ça donne des douleurs énormes aux articulations. Et lui, il n'arrive même pas à écrire des mails en ce moment pour me dire qu'il ne pouvait pas participer à une réunion avec Jean-Michel Coron et Amaury Ayat hier. Et il a fallu que ce soit sa femme à écrire les mails parce qu'il arrive vraiment à rien faire. Et donc, ça a des coûts économiques et quelquefois, les gens gardent ça pendant très, très longtemps. Donc, du coup, on est bien content de pouvoir aussi éviter d'avoir le chikungunya, même si ça ne tue pas tant de monde que ça. Et donc, le problème là, c'est qu'on n'a pas assez de moustiques pour intervenir d'un coup sur les 1000 hectares. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va devoir intervenir sur une zone où on a assez de moustiques dans un premier temps pour faire un collapse de population là. Et après, dans la zone où la population est petite, on sait qu'on peut la garder près de zéro en faisant du contrôle feedback. C'est là qu'on fait les maths pour. Et en même temps, les moustiques qu'on n'a plus besoin de larguer là, on peut commencer à les larguer un peu plus loin et progressivement essayer de se débarrasser des moustiques sur toute la zone. Et donc, c'est ça qui est schématisé ici. Donc, on a notre équation d'origine, mais maintenant, on a la possibilité de venir agir avec notre contrôle dans un intervalle on va déplacer. Donc avant, pour faire la barrière, on le gardait toujours entre 0 et L. Maintenant, on va le déplacer vers la gauche à une vitesse C. Et en faisant ça, on espère que si on le fait assez bien, on arrive à repousser les moustiques vers la gauche et à défendre notre zone libre et à libérer de plus en plus de territoire. Donc, du coup, c'est ça les maths qu'on a fait. C'est d'aller essayer de... Parce qu'il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, mais qui est très important dans ces systèmes, c'est que ce système, si on le regarde comme il faut, le système des moustiques, il est monotone. Parce que le plus on a d'œufs, le plus on a de mâles et de femelles, le plus on a de mâles et de femelles, le plus on aura d'œufs. Donc la dynamique d'origine, elle est coopérative. Et quand on met les moustiques stériles, il ne faut surtout pas que ça soit coopératif, mais ça l'est si à la place de regarder les moustiques stériles, on regarde moins les moustiques stériles. Parce que du coup, le plus on a de moustiques stériles, le plus on a de moins moustiques stériles, ça veut dire le moins on a de moustiques stériles, le plus on aura des autres choses. Et donc, on peut utiliser cette monotonie du système pour construire des sous- et sur-solutions. Et c'est en construisant une sur-solution stationnaire qu'on arrive à montrer qu'on a la barrière, parce que l'onde qui se propage à partir de la gauche, comme elle a quelque chose de stationnaire comme sur-solution, elle n'arrive pas à passer à droite. Et après, dans ce cas-là, il faut carrément... Oups, aïe! Ah, là, c'était la grosse bêtise. Je pense que... Je l'ai fermé? Non, il est là. Qu'on arrive à avoir des sursolutions qui elles-mêmes sont des ondes progressives qui bougent vers la droite, vers la gauche, pour arriver à repousser les moustiques. Et c'est ça le travail qu'on a fait avec Alexis Léculier quand il était postdoc chez nous et Nicolas, pour montrer que si, pour n'importe quelle vitesse qu'on veuille pour repousser les moustiques, et n'importe quelle taille de zone d'intervention, il y a un seuil critique de nombre de moustiques, tel que si on est en dessous de ce seuil critique, on n'arrive pas à faire une onde progressive avec une vitesse négative, mais dès qu'on est au-delà de ce seuil, on arrive à implémenter ce qu'on appelle un rolling carpet, une stratégie de repousser les moustiques. Et du coup, ça, pour le trouver expérimentalement sur le terrain, c'est beaucoup plus dur. Le fait de savoir que ça existe, au moins dans un cas simple, d'un milieu homogène, ça nous donne des espoirs de qu'on puisse l'implémenter après en utilisant du feedback pour que ça soit robuste, une stratégie basée sur cette idée. Et c'est ça qu'on voit ici dans les simulations. Donc, on est en train d'essayer de... Donc, ici, c'est le temps, ici, c'est l'espace, comme pour la barrière. Et maintenant, à la place de larguer toujours au même endroit, on veut larguer de plus en plus à gauche.
et on est en train de se déplacer avec une certaine vitesse, qui ici c'est moins 0,005. Dans ce cas-là, on a fixé le nombre de moustiques qu'on est en train de larguer, mais ce qu'on est en train de jouer, c'est sur la taille de la zone sur laquelle on est en train de larguer. Ça, ce n'est pas le nombre, c'est la densité de moustiques. Donc, quand on augmente l'intervalle, on augmente le nombre de moustiques qu'on largue. Et on voit aussi, avec une variation très petite de cette taille de l'intervalle, passer d'une situation où la technique ne marche pas à une situation où la technique marche. Et donc, c'est le genre de choses qu'avec les maths, on peut simuler plein de stratégies et trouver d'autres idées de faire les choses. Après, il faut encore bien les faire. Ça, c'est seulement des références du travail qu'on a fait un peu autour de ça. Et je n'ai aucune idée de quelle est l'heure. Parce que j'ai mis... Ah, elle est là. J'ai commencé à quelle heure? Tu peux conclure maintenant. OK. Donc, après, on a fait le KODP avec Jean-Michel et un étudiant qui vient de finir sa thèse, Kala Agbobidi, où essentiellement, on a les œufs qui ne diffusent pas parce qu'ils ne volent pas. Ou s'ils diffusent, ça sera très peu que à l'intérieur de la zone où ils ont été pondus quand ils sont dans la forme de larves, parce que ça, c'est une équation où on a collapsé les 3 stades aquatiques. Et après, on a des diffusions aussi bien pour les femelles, les mâles et les mâles stériles. Et avec Derrick Léobor et une condition initiale, on arrive on arrive à faire des lois de feedback pour stabiliser l'état zéro. Donc, les stabiliser, de le faire globalement asymptotiquement stable. On a carrément un taux de décroissance exponentielle de la norme L1 de la solution si on implémente le contrôle qu'il faut. Et ça, c'est seulement les simulations de ça. Donc, on part d'un stade où on a une capacité de charge qui n'est pas uniforme, donc des zones qui sont favorables aux moustiques, d'autres qui ne le sont pas. Et du coup, il ne faudra pas intervenir de la même façon partout, mais avec notre contrôle, on arrive à voir qu'on peut faire la population décroître, collapser vers zéro et y rester. Et là où on le voit, on passe de trucs de l'ordre de 10 puissance 5 ou même 10 puissance 6 à des choses plus petites que 1 en densité partout, en 200 jours d'intervention. Donc, et ce qui est très important, comme je vous ai dit, en utilisant un nombre de moustiques qui, dans le temps, va tendre vers zéro. Et du coup, qui va nous libérer des moustiques pour aller intervenir un peu plus loin quand on veut faire du rolling carpet. Et bon, ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, d'un côté, on est en train d'utiliser les données de terrain pour paramétrer tout ce qui est diffusion des moustiques et comment ça dépend du terrain. On est en train de faire toute la partie de feedback dans le cadre de la thèse de Kala et maintenant avec Amaury et Jean-Michel, surtout dans le cas d'EDP, mais aussi pour les EDO, parce qu'il y a encore plein de choses qu'on n'avait pas complètement bouclées. Et en même temps, on est en train de regarder avec Camille Coron et Léo Micolet, qui est ici, qui a commencé une thèse co-encadrée entre moi et Camille, et avec un ancien étudiant, Lucas, si on arrive à avoir des meilleurs modèles pour les toutes petites populations en faisant des modèles stochastiques. Parce que ce qu'on veut avec cette technique, c'est rester près de zéro. Mais près de zéro, c'est là où nos modèles EDP ont un peu plus de mal à être justifiés. Donc, pour savoir quelles sont les bonnes façons de les utiliser ou les remplacer quand la population est petite, et là, les simulations individus centrés ne sont pas très chères, on est en train de se mettre à faire des modèles stochastiques. Et ça, c'est seulement pour vous montrer les zones d'intervention. Donc, ça, c'est Tetiaroa, c'est un atoll en Polynésie française, où nos collaborateurs intervenaient sur ce motu-là, avec la technique de l'insecte incompatible, mais bon, pour les maths, c'est comme l'insecte stérile. Et ils voyaient qu'en lâchant des mâles stériles,
où ils arrivaient à casser la dynamique saisonnière de la population et à garder la population à des niveaux très bas pendant presque 2 ans. Mais comme ils ont arrêté d'intervenir, la dynamique est revenue derrière. Et du coup, bon, ça c'est seulement pour montrer qu'il est assez robuste, le type de stratégie qu'on a fait. Ah, je ne savais même pas que j'avais ces données encore. Ça, c'est les vraies données de terrain de TO. Mais je pensais que j'avais passé de la trappe, donc de toute façon, on passe. Et sinon, les projets, et je finis avec ça. Donc, il y a ce projet à Cuba de passer d'études pilotes à des études à large échelle, pour prouver qu'on peut le faire et qu'avec les maths, ça va être un peu plus facile à implémenter. Il y a un projet qu'on vient de commencer qui a été sélectionné par le PEPR MathVive, qui est plutôt sur la France métropolitaine, d'essayer de faire toute la simulation de la population des vecteurs, donc des moustiques, et de la dynamique de propagation de la dengue. Pourquoi on a choisi la France métropolitaine? Parce que c'est le seul endroit où on peut supposer qu'on connaît l'état initial de la population par rapport aux Zika, dengue ou chikungunya, parce que comme on n'a jamais eu des épidémies de ces maladies qui ont circulé, on peut supposer que tout le monde est susceptible et faire des simulations. Si on veut le faire pour la Polynésie ou pour les dom-toms dans les Caraïbes, on sera embêté parce qu'on ne connaît pas l'état initial de la population en termes d'immunité à la dengue. En plus, la dengue, il y a 4 sérotypes, donc l'immunité est très compliquée. Et sinon, ça c'est le projet qui est en cours en Polynésie, c'est un projet pilote pour préparer un à plus large échelle, et que c'est pareil, un projet qui est financé par l'OMS et l'IAEA pour faire comme à Cuba. Il y a une zone où on intervient, une zone où on n'intervient pas, et il faut montrer que dans la zone où on intervient, on a des conséquences sur la population de moustiques. Ça, c'est le plus facile. Le problème, c'est que l'OMS demande qu'on montre aussi qu'il y a des conséquences sur la transmission de la dengue. Et comme il n'y a pas tant de transmission que ça en Polynésie française en ce moment, c'est très dur de montrer ça. Et une fois que ça sera fait, normalement, le gouvernement régional était partant pour aider à implémenter un rolling carpet pour qu'à partir de la zone où est fait l'étude pilote maintenant, on fasse progressivement bouger la zone d'intervention vers le nord pour aller vers la zone urbaine de Papeete. Et en même temps, derrière, on fait du contrôle feedback pour garder notre population à un niveau bas. Et en faisant ça sur la durée, arriver à débarrasser toute la zone urbaine de Papeete du moustique, et que dans ce cas-là, c'est Aedes aegypti, parce que c'est le moustique qui est le vecteur principal là-bas. Et bon, pour moi, c'est bon. Je peux boucler là. Merci. Merci beaucoup.